Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Ne réponds pas, hein, c'est le principe d'une vidéo. Tu ne vas pas parler à ton ordinateur, je ne pourrai pas connaître la réponse. Enfin voilà, tu n'es pas con. Voilà, commençons la vidéo du jour. Alors, vidéo en rapport avec Bloodborne, bien que différente des let's play que j'ai l'habitude de publier. J'ai voulu tenter un truc un peu différent aujourd'hui et essayer, d'expliquer un peu le scénario du jeu. Parce que vous vous en êtes forcément rendu compte pendant les let's play et tout, niveau scénario, on nous apprend pas grand chose au cours du jeu. On nous donne juste des petites indications à droite, à gauche, et c'est à nous un peu de deviner le scénario, on va dire. Donc j'ai essayé ouais, de faire des petites recherches de mon côté, à droite, à gauche, plus ce que j'ai trouvé dans le jeu, et du coup, on est arrivé à un scénario au final, que je vais essayer de vous décrire le plus facilement possible, même s'il y a des termes qui vont rester techniques. Il y aura des citations de certains passages et compagnie, donc j'ai essayé de faire au plus clair, au plus simple, mais ça va quand même être compliqué. Alors on va commencer par le commencement, tout simplement. Et rien que ça déjà, ça va être un peu complexe. Mais il faut savoir que dans Bloodborne, en gros, on va dire, il y a trois mondes. Et ça peut être comme trois trames temporelles, sauf que chacune se passe au même moment. C'est un peu complexe, mais on va essayer d'éclaircir ça, on va dire, au fur et à mesure de la vidéo. Et donc parmi ces trois mondes, il y a le rêve du chasseur, il y a le monde réel de Yarnam, et il y a le cauchemar de Mensis. Ça en gros, ça représente les trois mondes. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, c'est les maps, c'est les mondes. On y reviendra un peu plus tard. Maintenant, on va s'attaquer à une autre base du jeu. C'est ce qui s'appelle les grands anciens. C'est comme une sorte de divinité en fait dans Bloodborne. On va dire que c'était eux qui étaient là les premiers. Les grands anciens, c'est pas non plus des dieux, mais simplement des êtres ayant gagné tant de pouvoir qu'ils peuvent voir à travers le subconscient. En gros, ils peuvent vivre dans les rêves et influencer les mondes un peu qui est autour d'eux. Les grands anciens, c'est des créatures qui ont évolué en fait en une forme de vie beaucoup plus élevée que les humains et que les créatures. Ils sont pas immortels, mais en gros, eux, ils peuvent vivre ultra longtemps. Le plus ancien et le plus puissant d'entre eux, du coup, c'est la présence lunaire. C'est celui qui nous influence le plus, nous, au cours de notre aventure. Et les autres grands anciens qu'on connaît, donc là, j'ai ma petite liste, c'est Odon, Rome, la nourrice de Mergot, Amydale, l'émissaire céleste, le cerveau-mère et Ebrietas, que je n'arrive pas tout le temps à prononcer. Ebrietas. Alors là, avec les recherches que j'ai pu trouver sur internet, je vais faire un petit récapitulatif de chacun d'entre eux. Alors on va commencer par Odon, celui qui était le premier sur la liste. Odon est un grand ancien qui a transcendé la vie au point de ne plus avoir de corps physique. Il communique par chuchotement comme s'il n'était qu'un esprit. Il est très puissant et est devenu intemporel, donc potentiellement le plus puissant. Il est le plus Lovecraftien des grands anciens, de plus il peut influencer les gens facilement de par sa nature spectrale. Voilà pour Odon. Ensuite Amydale. Alors ça va aller vite. Amydale est un grand ancien vivant dans les cauchemars. Il est la peur, la colère et les cauchemars personnifiés. Amydale vit habituellement dans les cauchemars mais peut apparaître dans le monde réel quand les frontières entre rêve et la réalité deviennent floues. Durant la lune rouge ou lorsqu'on a assez de lucidité dans le jeu. Amydale, c'est celui qu'on voit dans Yarnam, là, le gros truc dégueulasse avec plein de tentacules sur les murs. Et ben lui, c'est un grand ancien. Ensuite, nous avons Ebrietas. Ebrietas est un des grands anciens les plus âgés. Elle vivait dans le labyrinthe pendant un temps, puis est rentrée en collaboration avec l'église du remède pour créer un substitut pour lui-même. Ensuite, Rome, Mergot, Céleste Émissaire, Cerveau-Mère, eux, c'est les nouveaux grands anciens. C'est les plus jeunes en gros et les moins développés, donc c'est eux qui sont les moins puissants. Mais ils sont suffisamment évolués pour que leur sang soit utilisé comme remède. Mais leur pouvoir est encore très limité. Ils ont été créés par les humains par le biais d'expériences avec le sang d'un grand ancien mort et d'Ebrietas, toujours lui. Donc là, on a fait le tour de la description de chacun. Il faut savoir que tous les grands anciens cherchent à créer des descendants. C'est probablement en raison de la quantité d'énergie qu'il faut pour devenir un grand qu'un enfant est tout simplement submergé par elle et devient corrompu. Les grands anciens ne travaillent pas ensemble, ils peuvent être amenés à s'entraider par moments, mais en général, ils sont égoïstes. Ils veulent s'assurer que leur lignée perdurera. C'est important d'assimiler ce concept pour comprendre la différence entre la présence lunaire et les autres grands. Je rappelle, les grands, c'est les divinités dans Bloodborne. Voilà, on a parlé un peu des mondes, on a parlé un peu des divinités. Maintenant, on va attaquer un petit peu la trame principale, on va dire, du
du scénario, du moins ce qu'on connaît un petit peu, c'est tout ce qu'il y a autour du sang. Alors le sang, une maladie transmise par le sang qui se propage à son contact. C'est l'intrigue principale du jeu qui repose là-dessus. Le sang clair, le sang d'un grand, quand celui-ci est transfusé, il a une telle puissance qu'il peut guérir les maladies, vous rendre ivre de pouvoir, et à la fin, les hommes faibles succombent à l'instinct profondément enfoui dans le cœur des hommes. Waouh! Le sang donne à ces hommes une invitation séduisante à accepter cette nature. Cela change les hommes faibles en des bêtes, donc c'est tous les ennemis qu'on voit dans Yharnam, et les hommes forts, eux, deviennent juste fous. C'est le cas des premiers boss en gros. Le père Cigogne, comme j'aime l'appeler. Lui de base c'était un homme fort, il s'est pas transformé en bête, il est devenu fou, et au cours de notre combat, il se laisse complètement emporter par la maladie, et là il se transforme en bête. Sachez que tout homme qui cède à la bête dans son cœur, fortement amplifié à cause du sang, se transforme en une bête féroce. Le sang est aussi à l'origine des grands anciens. Si quelqu'un est capable d'être transfusé avec assez de puissance, il peut en quelque sorte évoluer comme un Pokémon en une autre forme de vie. C'est comme ça qu'on crée un grand ancien. Ça arrive pas naturellement, mais il faut faire plein de longs rituels et utiliser beaucoup de sang pour obtenir un grand ancien. Généralement ça échoue, mais pas tout le temps. Et quand ça échoue pas, eh bien ça crée un grand ancien. Pour une personne moyenne, le sang d'un grand ancien, même à très petite dose, est assez puissant pour le rendre fou, et finalement le transformer en bête s'il continue à le prendre. Une fois injecté, le sang reste pour toujours en lui et le consume de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les échos de sang. C'est ce qu'on ramasse quand on tue quelqu'un. Les échos de sang des grands anciens entrent en résonance à l'intérieur de toute personne empoisonnée par ce sang. C'est la puissance des grands anciens qui reste vivant à travers eux. En gros, c'est ça. Les échos de sang, ça représente la puissance des grands anciens, une partie de leur sang qui vit à travers tous ces monstres en fait. Et quand nous on les tue en fait, on les ouvre avec nos armes tout simplement, et on récupère ces échos de sang. Eux ça les libère de la maladie, ils se réveillent du rêve du chasseur où ils meurent, ils font ce qu'ils veulent. Et nous c'est ce qui nous rend puissants parce qu'on emmagasine beaucoup plus d'échos de sang au fur et à mesure du jeu. And so, the hunt begins again. Maintenant, je vais vous parler des Pthumériens. Alors, les Pthumériens, c'est une ancienne civilisation pacifique, sans chef, et c'est eux qui ont créé le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est là où était enfermé Ebrietas, le grand ancien. Et eux, ce peuple-là, c'était les gardiens, en fait, d'Ebrietas. Ils ne se sont pas laissés contrôler, car ils ne buvaient pas de son sang. La situation a duré quand même un long moment, juste le temps que Ebrietas corrompt leur esprit pour mettre à leur tête un chef, et les rendre plus violents. Finalement, Ebrietas a réussi à obtenir du chef de partager son sang, ce qui a conduit à leur chute, les transformant tous en bêtes sauvages. Tout ce qui reste de ce peuple, c'est Yharnam, la reine des Pthumériens, et une partie de son ancienne garde pour la protéger. Elle essaye souvent de tomber enceinte d'Ebrietas, et finalement réussit, mais pas avant d'être trouvée par les chercheurs de Byrgenwerth. Alors, désolé déjà pour mon anglais très bancal. Byrgenwerth, c'est le nom d'un lieu dans Bloodborne que je vais très mal prononcer à chaque fois. Et la reine des Pthumériens, c'est tout simplement la femme en blanche qu'on voit à la fin du jeu, avant que j'aille affronter la nourrice de Mergo. Celle qui fait un peu piter, qui a une grosse marque de sang sur une grande robe blanche. C'est elle en fait la reine qui a foutu le bordel, qui a foutu un gros bordel. Alors maintenant, Byrgenwerth. Des chercheurs ont étudié les vestiges sous la ville et sont tombés sur un grand ancien, des limaces et finalement sur ce sang spécial. Parmi ces chercheurs, il y avait Willem, Laurence, German, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Il y avait Rome et il y avait Micolash. Ils travaillent tous ensemble pour comprendre ce qui se passe avec ce sang et ces créatures visqueuses. Ils n'ont pas peur de faire des expériences avec. Ces expériences les ont menés à se séparer suite aux perspectives différentes sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir. Parce qu'en gros, chacun avait ses idéaux. Willem a passé sa carrière à explorer les connaissances acquises par les limaces et le sang, mais finalement il est venu à la conclusion sombre que l'esprit humain ne pouvait tout simplement pas supporter le stress de leurs connaissances. Je vous passe un peu les détails sur Willem, parce que c'est vraiment ultra complexe, il n'y a que des citations. Enfin, il faut juste savoir qu'il était un peu perché, le Willem.
Et en gros, c'était quelqu'un qui voulait exploiter à fond ce pouvoir du sang pour essayer de créer des choses vraiment puissantes. Il est persuadé qu'ils ont besoin de plus de connaissances et de développer leur capacité à penser pour en apprendre plus. En fait, Willem, il a fini par transformer Rome, donc un de ses confrères chercheurs, en grand ancien. Mais en fait, dans le processus, Rome devient vide de sens, comme s'il n'était rien du tout, une coquille vide, juste un corps aveugle qui a beaucoup plus de puissance maintenant. Du coup, Willem est désemparé et veut juste plus de connaissances pour comprendre tout cela, et son envie finit par le consumer, mais ne veut plus prendre part aux expériences sur le sang, compte tenu de ce qui arrivait à son confrère Rome. Et pendant tout ce temps, en fait, l'administration du sang s'est propagée en dehors de Birgerwend, et la surutilisation de ce sang a commencé à causer des problèmes dans la ville. Pendant ce temps-là, il y a Laurence et German, on va l'appeler German, qui eux deux sont en désaccord avec Willem. Eux, ils veulent continuer à utiliser le sang et commencent à mieux contrôler ses effets en fait. Du coup, les deux, ils vont à Yharnam et Laurence fonde l'église du remède. Donc la fameuse église du remède qu'on nous parle dans le jeu a été fondée par Laurence et German. Du coup, voilà, ils fondent cette église avec les guérisseurs tous de blanc vêtus et les chasseurs tous de noir vêtus. German a été l'un de ces chasseurs. C'était même le premier chasseur. C'est à cette époque que Ludwig et Archibald expérimentent et créent des choses pour devenir chasseurs eux-mêmes. German prend des élèves avec lui et commence à les former à l'atelier de l'église pour éliminer les gens qui deviennent hors de contrôle à cause du sang. Armes et armures sont fabriquées sur la base de ces créations. Les Blancs vêtus étaient en charge de la guérison du peuple dans un environnement contrôlé. Ils ont promis de guérir toutes les maladies. Cela a donné à l'église une puissance incroyable sur la ville de Yharnam et ses environs puisque tout le monde voulait être leur faveur pour bénéficier de leur traitement. L'église a bloqué l'accès à Birgenwerth, peut-être en raison de leur dispute ou peut-être juste pour contrôler la source du sang. De toute façon, ils obtiennent le pouvoir par l'utilisation du sang et continuent d'utiliser leur influence pour bloquer l'accès. Pendant tout ce temps, les recherches ont continué au sommet de la cathédrale et finalement, et accidentellement, ont réalisé que les grands anciens, qui pensaient être des êtres cosmiques, étaient beaucoup plus proches que ce qu'ils pensaient. Ils n'avaient qu'à tendre la main et leur parler. Tout cela les a donné lieu à de nombreux rituels qui ont échoué, mais créé de nombreux objets magiques très puissants que l'on retrouve dans le jeu. Finalement, Laurence finit par se faire emporter par la maladie et il se transforme en bête et a été tué. Son crâne est encore adoré dans l'église par Amelia. Donc si vous vous rappelez bien, on a une interaction avec ce crâne dans le jeu, dans la grande cathédrale. Le crâne qu'on voit posé contre je ne sais plus quoi, en fait, c'est le crâne de Laurence transformé en bête. Et pour finir, ce fils de lâche, Micolash. Alors, seul Micolash fonde l'école de Mensis à Yahargul dans le but d'embrasser les grands anciens et les adorer comme avaient fait les Tumériens. Grâce à l'étude et beaucoup de communication avec les grands, il finit par devenir complètement fou et plonge toute son école dans cette folie. Quand il atteint le sommet de sa folie, il est capable de créer un rêve que d'autres personnes sont en mesure d'habiter. Il rêve d'un monde déchiré avec une énorme forteresse. C'est comme un autre monde. Mergo l'y rejoint ainsi que beaucoup d'autres personnes qui finissent par dépérir. Comme un serveur que n'importe qui pourrait rejoindre en gros. Mergo est l'enfant de Yharnam, mais est très puissante puisque c'est le premier-né d'un grand ancien qui n'a pas été un raté. Mergo a mal au cœur, même si c'est juste un enfant, même si l'enfant n'est pas encore né. Mergo est capable de se déplacer à travers les rêves et utilise Micolash comme cobaye pour un nouveau cauchemar. Micolash est obsédé par l'obtention d'yeux et veut devenir comme Rome. Il ne comprend pas que le traitement a transformé Rome en coquille vide. Alors Mergo, qui est Mergo ? Mergo, c'est tout simplement le bébé qu'on entend pleurer tout le long de la fin du jeu. Alors c'est lui Mergo. Et ils disent donc Mergo est l'enfant de Yharnam. Sachant que Yharnam, en gros, est représenté par la reine tumérienne, si je comprends bien toute la trame. Et donc, c'est la meuf en blanc qu'on voit avec la grande robe blanche et la grande tache de sang. Donc, Mergo est potentiellement son fils à elle, et aussi le fils d'un grand ancien. Et donc, ce Mergo-là, c'est le bébé qu'on entend full pleurer à la fin du jeu. Maintenant, intéressons-nous à Monsieur German. La femme de German tombe enceinte avec un grand ancien et donne naissance à un monstre. German le tue, mais sa femme meurt des suites de l'accouchement. German se retire alors dans son atelier au sein de l'église et crée la poupée, un substitut de sa femme. Il est à ce moment-là à la limite de la folie. Il est désespéré et se tourne vers la lune pour obtenir des réponses.
Les grands anciens, aptes à aider ceux qui les appellent vraiment à eux, envoient la présence lunaire pour lui accorder la paix. Gehrman meurt et va dans son propre rêve. Le rôle de Gehrman est d'enseigner aux chasseurs qui sont en mesure d'entrer dans le rêve comment se battre et comment tuer les monstres, espérant les emmener à tuer Mergo, puisque c'était une menace pour la présence lunaire. Voilà pour Mr. Gehrman. Rom et Willem, à l'époque où Mergo envoie Micolash dans un rêve en créant un cauchemar très puissant, franchement, Mergo, il vient de naître, il a déjà full pouvoir en vrai. Willem réfléchit sur la façon d'obtenir les yeux qu'il veut en rentrant en communion avec Rom. Il voit la réalité de la situation, enfin, et comment Mergo va déclencher un cauchemar qui va consumer le monde. Il sait que le bébé naîtra quand une lune de sang sera là, la fameuse lune de sang. Il sait qu'il ne peut pas l'arrêter, mais il peut la retarder aussi longtemps que possible. Du coup, en fait, il utilise Rom comme clé de voûte, et il est capable d'arrêter l'apparition de la lune de sang sous le lac à travers un rituel secret, et utilise Rom en tant que gardien. Cela empêche Mergo de devenir puissante, et la bloque dans le cauchemar de Mensis. Alors là, en fait, pour essayer de vous faire un petit résumé, Rom, l'araignée stupide, maintenant, en fait, c'est un gardien. Et en gros, en fait, tout ce rituel, ça empêche la lune de sang d'arriver. Et en fait, ça empêche Mergo de devenir puissante. En gros, elle reste à l'état de petite merde, tant que c'est comme ça. Et nous, du coup, quand on va tuer Rom, et ben, ça va déclencher la lune de sang, parce qu'en gros, ça va briser le rituel. Et nous, après, est-ce qu'on est au courant de ça à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais bref, ça va activer la lune de sang. Et du coup, bah, ça va faire prendre les pouvoirs à Mister Mergo. Et c'est pour ça qu'à partir de là, il y a tout qui commence un petit peu à partir en couille. D'accord, même moi je commence à comprendre. Maintenant, pour faire un petit résumé de la situation du scénario, à l'époque où Gehrman devient fou, Yharnam, sans celui-ci du coup pouvant mener les chasseurs, va être mis à mal très rapidement. Laurence meurt et les autres chasseurs se font tuer ou fuient. À cause de la promesse du sang qui pouvait guérir toutes les maladies, ça attire encore plus de gens dans la ville, comme des étrangers, mais ils deviennent généralement fous ou meurent. À ce stade, le vieux Yharnam est perdu, il est scellé et brûlé. C'est la map du vieux Yharnam, justement, qu'on a déjà découvert, où on voit qu'il y a tout qui brûle un petit peu. Là où il y a le type avec sa Kalachnikov, là, qui nous tire depuis le toit. Bah, ça, en fait, c'est l'ancien Yharnam. C'est là où avant se passait l'intrigue. Et nous, on se situe dans le nouveau Yharnam, on va dire. Finalement, Mergo reprend le rêve du Mensis et Willem verrouille la lune sous Rome, ce qui provoque une nuit sans fin, et c'est le début du jeu. En fait, il faut savoir que toute l'histoire du jeu se passe le temps d'une seule nuit. Et au cours de cette nuit, il y a les 3 trames temporelles différentes. Vous êtes une de ces personnes, vous êtes malade et vous êtes à la recherche du sang clair pour vous guérir. On vous injecte directement du sang de Yharnam, un mélange de sang humain et de la présence lunaire au début du jeu. Gehrman vous teste pour voir si vous pouvez survivre ou succomber au désir bestial dans le cœur de l'homme. Vous passez le test, on voit la bête qui brûle au début du jeu, et vous devenez donc un chasseur. Cela signifie que vous partagez le même sort que Gehrman. Quand vous mourrez, vous ne mourrez pas, à la place vous allez dans le rêve du chasseur. La présence du sang de la présence lunaire dans votre veine vous ramène dans son cauchemar. Vous êtes enfermé dans le cycle du rêve de Gehrman pour tuer Mergo, pour mettre fin à la nuit sans fin. Basta. Oui, du palsang. Eh bien, vous êtes au bon endroit. La thérapie du sang a été créée à Yharnam. Il ne vous reste qu'à dévoiler ses mystères. Mais par où un étranger comme vous doit-il commencer? C'est simple, par une petite dose de sang de Yharnam. Avant tout, vous devez rédiger un contrat. À présent, commençons la transfusion. Oh, ne vous en faites pas.
Quoi qu'il arrive, vous penserez qu'il s'agit d'un mauvais rêve. Maintenant, je vais vous parler du DLC, parce que le DLC, comment expliquer c'est compliqué aussi. Parce que c'est censé se passer dans le passé. Putain, et moi, j'aide pas non plus avec ma façon de parler. Bref, le DLC se déroule dans le passé, mais en soi, c'est pas censé être dans le passé. C'est dans la... Ah, comment expliquer? En fait, ça se passe au même moment, mais à une époque différente. Parce que on n'est pas dans le même rêve. En fait, c'est comme si on était dans une autre frontière. Donc le DLC nous explique comment on en est arrivé là, en gros, ce qui s'est passé dans le passé, mais en même temps, ça se passe à la même époque que actuellement. C'est compliqué, mais je sais pas ce qu'ils ont pris. Hein. Moi, j'essaye de faire de mon mieux, mais je sais pas ce qu'ils ont pris. Donc le DLC et son cauchemar du chasseur nous renseignent sur les expériences de Byrgenwerth, sur les événements qui ont amené la fondation de l'église du Romaine par Laurence, ainsi que sur les premiers temps de cette institution. On y apprend en fait que le premier contact avec un grand fut probablement la rencontre avec Kos, au sein d'un village de pêcheurs, où ce dernier entretenait une étrange relation avec ses humains. Il semble en effet que Kos, en but à son impuissance, a donné naissance à un véritable descendant, et choisit d'incuber des êtres humains, donc qui étaient déjà vivants, et de les accoucher en des hommes poissons, ou alors en des mollusques. Un résultat fort peu convaincant pour les savants de Byrgenwerth, qui découvrirent la chose et qui aspiraient sans aucun doute à une élévation de meilleure qualité pour eux-mêmes. Mais cela importait finalement peu. Donc voilà, la première rencontre qu'un humain, en gros, qu'un chasseur est fait avec un grand, c'était un grand du nom de Kos, donc une divinité du nom de Kos, qui résidait au sein d'un certain village de pêcheurs. Qui lui, du coup, utilisait des humains, les incubait et les relâchait en forme de hommes-poissons et de mollusques. Intéressant. Sacré Kos. Byrgenwerth, qui avait déjà mis un terme aux expériences sur le sang, était alors en pleine nouvelle expérimentation sur la lucidité cette fois-ci et sur les yeux intérieurs. Il est fortement probable qu'ils décidèrent de faire incuber par Kos un de leurs savants, un volontaire avec un niveau de conscience parmi les plus élevés, Rome, toujours lui. C'est ce qu'on apprend pendant le combat contre Micolash. Citation. Some say cosm. Do you hear our prayers? No, we shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Les résultats de la grossesse, bien que largement supérieurs aux incubations précédentes, celles des pêcheurs donc, fut jugé décevant. Rome était devenu un être à mi-chemin entre l'arachnide et le légume, une création que l'on pourrait qualifier d'autiste, isolé dans son monde et ne nouant contact d'aucune façon avec ses anciens camarades et collègues. C'est manifestement la naissance de Rome et la déception qui en découla qui provoqua le schisme et amena à la fondation de l'église du Romaine par Laurence, qui lui préférait reprendre les expériences sur le sang, mais à plus grande échelle, d'où la réapparition du fléau des monstres, et d'où la création du corps des chasseurs, dont Ludwig fut le premier commandant. German fut certes le premier chasseur, et celui qui forma Ludwig, mais il n'eut jamais de statut officiel dans l'église. C'est alors que Byrgenwerth prit la décision sacrilège de tuer Kos pendant l'une de ses grossesses, et de l'éventrer, très certainement pour s'emparer du cordon que l'on finit par récupérer
C'est un choix qui n'est pas spécialement difficile à comprendre puisque ni Byrgenwerth ni l'Église ne vénèrent véritablement les grands. Ils sont des hommes désirant s'élever à leur niveau. Ils n'ont jamais eu l'intention de se soumettre à leur vouer un culte. Et puis, ils ont déjà obtenu tout ce qu'ils pouvaient obtenir de Kos, c'est-à-dire Rome, c'est-à-dire rien, que dalle. Mais qui donc s'est chargé de cet assassinat? Qui s'est chargé de cette basse besogne? Eh bien, la seule force armée connue de Byrgenwerth et de l'Église, les chasseurs. Ce qui est en passant une preuve de plus de leur collaboration, car Byrgenwerth est clairement à l'origine de l'attaque et les chasseurs ont toujours été un corps d'armée de l'Église. D'où la situation de guerre lorsqu'on débarque dans le DLC justement, entre les hommes poissons et Byrgenwerth et l'Église. Donc ces deux derniers ne faisant qu'un pendant cette époque de DLC. En effet, on est accueilli dans le village par un vieillard qui maudit Byrgenwerth, les chasseurs et leur descendance jusqu'à la fin des temps. Il y a un pendu décapité à l'entrée, des tas de cadavres pourrissant un peu partout, un orphelin de Kos bien énervé par son incubation interrompue, et des morts ayant fait l'objet d'un rite funéraire. Le vieux PNJ peut même nous transmettre un outil de chasseur, le réceptal maudit, qui est un crâne de villageois profané pour s'emparer des yeux intérieurs, et qui montre à quel point Byrgenwerth et l'Église se sont abaissés aux pires dégueulasseries dans leur seul but d'étancher leur soif de connaissance. À l'époque, c'était vraiment des chiens, à l'époque du DLC. Et ce sont donc ces horreurs, ces profanations, et bien évidemment le meurtre de Kos, qui sont le péché originel des chasseurs, et la cause de leur emprisonnement perpétuel dans ce cauchemar, où ils sont condamnés à errer sans fin, et à être traqués par Brador, l'assassin de l'Église chargé de protéger ce secret inavouable et immonde. Les dernières paroles de Simon. « Ah, c'est vous, j'ai fait quelques erreurs, semble-t-il. J'entends la cloche, le meurtrier au pelage de monstre me cherche encore et encore. Cela ne finit jamais. S'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. Ce village renferme le véritable secret, la preuve des péchés passés. C'est lui qui alimente ce cauchemar, je vous en prie. Mettez un terme à cette horreur. Nos ancêtres ont certes péché, mais pourquoi les chasseurs devraient-ils en subir éternellement les conséquences? Ce n'est pas juste. Oh non. Et maintenant, pour finir, je vais vous parler d'un dernier personnage du DLC qui est extrêmement charismatique. C'est Lady Maria. Alors c'est une ancienne élève de Gehrman. Il y a un peu de sous-entendu amoureux, sexuel, peut-être même entre les deux. Elle ressemble énormément à la poupée. C'est un des boss du DLC. Elle est extrêmement difficile à battre. Son arme est extrêmement stylée aussi. En fait, la raison pour laquelle Gehrman, Maria et tous les anciens chasseurs se séparent, et aussi que Maria essaie de se suicider, en fait, tout ça est au cœur du fameux secret dont on nous parle tout le long du DLC. Ce secret, c'est bien sûr les expériences menées par l'Église sur les habitants du village où s'est échoué Kos. Ils ont en effet été en contact prolongé avec le sang du Grand Ancien, et le résultat de ces expérimentations est les ennemis que tu peux croiser dans le laboratoire. Maria, de par sa puissance et sa volonté, garde scellé le village des pêcheurs, à elle toute seule. Il s'agit pour elle d'une punition et d'une garantie que ce secret ne sera pas découvert avant qu'elle ne meure. Et en fait, Maria, elle, veut se suicider car sa conscience ne peut plus soutenir toutes les choses horribles qui sont arrivées aux habitants du village. Elle a énormément de remords de ce qu'ont fait les chasseurs aux habitants de ce village en fait. Et elle souhaite que le secret meure avec elle. Pourtant, à cause de sa relation de sang très probable avec la reine, elle est incapable de mourir. Elle récupère alors la clé qu'elle avait probablement cachée et consacre alors le reste de sa vie à garder le seul accès vers le village. En fait, Maria, c'est une des anciennes élèves de Gehrman et elle a énormément de remords et de péchés par rapport à tout ce que les chasseurs ont fait à ce village. Et elle souhaite que ça n'aille pas plus loin, que ça reste enfermé en fait dans ce village, que ce secret immonde reste enfermé avec elle dans ce village. Et elle souhaite mourir avec ce fameux secret, histoire que personne ne sache ce qui s'est passé ici, avec toutes les expérimentations sur Kos et compagnie. Voilà. Bon, du coup, je fais un résumé. Il y a 3 trames temporelles, tout se passe en une seule nuit. Il y en a une qui se passe dans le passé, mais qui est à la même époque que du présent. Il y a des divinités, il y a des chercheurs, tout le monde se sépare. On forme une église, tout le monde veut venir se faire soigner à l'église. Au final, tout le monde se fait transformer en bête parce que tout le monde est faible. Tous ces faibles deviennent les monstres qu'on rencontre dans Yharnam, les petits chasseurs et compagnie là, ainsi que les boss. Nicolas est un fils de lâche, puisque je ne l'aime pas, désolé.
Lady Maria, c'est tout simplement mon amoureuse. Voilà, on est d'accord là-dessus, pas de souci. Et nous, en gros, on est juste quelqu'un qui résiste à la maladie et qui doit buter tout le monde, tout simplement buter tout le monde, ainsi que mettre un terme à la lune de sang, pour mettre un terme à Mergo, et pour sauver tout le monde et pour se réveiller de ce cauchemar. Mais voilà, tout ceci n'est qu'un cauchemar qui dure l'instant d'une nuit. Un rituel a été fait avec Rome qui fait que cette nuit dure éternellement tant qu'on n'a pas, nous, réglé les choses. Parce qu'en gros, si cette nuit ne durait pas éternellement, Mergo récupérerait tous ses pouvoirs et foutrait le bordel et dans le monde entier en fait. Donc voilà, on est dans un cauchemar qui dure une nuit entière grâce à un rituel et nous en gros on doit mettre les choses dans l'ordre le temps de cette nuit avant que tout parte en couille en gros. Donc voilà. Et maintenant, et pour vraiment clôturer l'ensemble, donc là ça va être vraiment la partie spoil on va dire. Donc si vous n'avez pas fini le jeu ou vous voulez juste pas être spoilé sur la fin, eh bien, vous pouvez partir, voilà, c'est le moment. Je vous laisse du temps, cassez-vous. Barrez-vous, franchement, barrez-vous. Hein. Et si vous connaissez la fin du jeu ou si vous en avez rien à foutre de vous faire spoil, vous pouvez rester. En gros, je vais juste parler des 3 fins possibles du jeu et ce que chacune d'entre elles représente en gros. Et comme ça, ça clôturera la vidéo, ça clôturera le scénario du jeu, et histoire d'expliquer un peu les fins. Alors la première fin possible, c'est tout simplement de quitter le rêve. En fait, une fois que la nourrice de Mergo, on l'a déglinguée, et on la prend, on l'a retournée, on lui a cassé le dos. Une fois qu'elle est vaincue et lorsqu'on retourne dans le rêve du chasseur, on constate que tout est en feu, il y a tout qui crame, c'est le bordel de partout, enfin bref. Et dès qu'on est prêt en gros à achever notre aventure, on parle à la poupée qui nous informe que Gehrman nous attend dans le jardin là, sous un grand arbre. Donc rendez-vous dans le jardin, c'est le jardin du rêve du chasseur, hein. C'est la map rêve du chasseur. Qui est donc à présent accessible par le petit portillon en bas. Donc Gehrman nous attend tranquillement sur sa chaise roulante un peu plus haut. On lui parle pour débloquer donc 2 possibilités. Gehrman va vous proposer de vous sauver du rêve pour que vous puissiez retrouver votre humanité à présent que votre tâche est accomplie. À ce stade, vous avez le choix, soit vous soumettre à Gehrman, soit refuser. Alors si on refuse, on débloque la seconde fin du jeu donc que je vous parlerai après. Et si on accepte, on enclenche une cinématique qui marquera la fin de votre aventure. Ça vous fera débloquer un trophée. Et après, le jeu reprendra en New Game Plus. Maintenant, si on refuse, son offre, votre choix va rendre automatiquement Gehrman hostile. Parce que lui, en fait, pour lui, votre refus signifie que vous avez été corrompu par le cauchemar. Donc si vous souhaitez opter pour cette fin, préparez-vous au combat avant d'enclencher le dialogue, parce que Gehrman se montrera un boss extrêmement difficile, très rapide et agile, il combat comme un chasseur. C'est même le premier chasseur de Yharnam, donc Gehrman est loin d'être un petit rigolo une fois sorti de sa chaise roulante. Quand on le tue, ça nous fait débloquer la tenue de Gehrman ainsi que son arme, qui est une arme relativement stylée. Et une fois Gehrman vaincu, vous aurez également droit à une autre cinématique qui vous montrera le grand mystère du jeu. Ce secret a toutefois un lourd tribut puisque la toute fin vous verra prendre la place de Gehrman dans son fauteuil roulant, silencieux, alors qu'une nouvelle chasse commence. Il vous incombera désormais de former les futurs chasseurs afin de détruire Mergo et protéger la présence lunaire. Cette fin vous fera prendre conscience du poids de la fatalité de votre témérité. Elle débloquera un autre trophée et marquera le début encore du New Game Plus. Et pour finir, la dernière fin possible. Donc le début de cette fin elle est similaire aux 2 autres. Il faut battre la nourrice de Mergo, tu retournes dans le rêve du chasseur, tu parles à la poupée qui t'envoie voir Gehrman. Et voilà, bon bref, les mêmes dialogues, sauf que cette fois-ci il faudra refuser de se soumettre à Gehrman, donc il faudra l'affronter, il faudra choisir la seconde option je crois. Mais seulement il faut faire ceci en possession des 4 cordons ombilicaux qu'on récupérera dans des zones plus ou moins secrètes du jeu. Donc je vais pas dire ici où est-ce qu'on récupère les cordons parce que il y a plein de vidéos déjà qui en parlent de ça. Mais en gros voilà, il faut récupérer les 4 cordons et il faut en ingérer 3. Une fois les 3 cordons ombilicaux utilisés, là on va parler à Gehrman. On refuse de se soumettre, on le combat, on le tue, et là il y a la 3e fin qui se déclenche. En fait, pour cette fin, on aura droit au dernier boss caché du jeu, la présence lunaire, l'un des grands.
à l'origine de cette guerre qui règne à Yharnam entre les chasseurs et Mergo. Jusqu'alors caché dans la lune, celui-ci va descendre pour vous soumettre à sa volonté, comme pour la seconde fin. Sauf que cette fois, grâce aux 3 cordons ombilicaux, vous résisterez à la puissance du Palsang et pourrez l'affronter. Alors attention, il n'y aura pas de pause entre votre affrontement entre Gehrman et l'arrivée de la présence lunaire. Donc les 2 combats s'enchaînent. Donc autant dire que c'est extrêmement difficile. Battre la présence lunaire débloquera un nouveau trophée et enclenchera la dernière cinématique du jeu, qui verra votre avatar devenir lui-même un grand sous sa forme de bébé, soit une adorable limace bercée par la poupée. Ceci marquera également le début du New Game Plus. Donc voilà, ça c'était la fin secrète. Donc on affronte le grand du nom de présence lunaire, on le vainc, et nous on renaît en grand du coup à notre tour, donc en divinité, et on met un terme au cycle que la présence lunaire avait instauré depuis les débuts de l'humanité. Toutefois, rien ne dit que notre personnage n'exercera pas son influence sur les hommes, parce qu'après tout, lui aussi est devenu un grand maintenant. Mystère. J'ai essayé de faire un gros résumé de ce que j'ai pu trouver sur internet, de ce que j'ai pu trouver dans le jeu. Je me doute que ça va quand même pas être très clair pour tout le monde encore. Si ça a pu apporter quelques réponses sur le scénario quand même, si ça peut aider à comprendre 2-3 trucs, on va dire que c'est déjà ça, que j'aurais pas fait tout ça pour rien. Et voilà, au moins on pourra pas dire que j'aurais pas essayé d'expliquer plusieurs trames du scénario. Et pour ceux qui suivent les let's play, en fait, vous verrez en fonction de cette vidéo, vous comprendrez mieux certaines choses que j'ai dites sûrement, qu'on retrouvera dans les let's play justement. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, YouTube. Et écoutez, on va se retrouver pour des prochains let's play, comme d'habitude, et je vous fais des bisous.